est-ce que je suis le seul à être dans tous mes états? Vous le savez bien, vous, auditeur de Sud Radio, résident de Sud Radio. Juste un mot. Hier, un adolescent a perdu la vie dans une rixe qui a éclaté à Paris, près du lycée Rodin. 2 policiers lynchés. Tous les jours. Tabassage, viol, rixe au couteau, et sinon à la hache, narcotrafic. Et ce qui se passe, c'est la violence et les gens terrés dans leurs immeubles. Alors on en parle? Oui, on en parle. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. J'aime la violence, Koffs, oui, j'aime la violence, mais à quel point? Et franchement, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut aimer d'abord? Encore une fois, on voit très très bien ce qui se passe. Il suffit de donner quelques nouvelles. Alors évidemment, on va me dire oui, mais c'est minoritaire. Mais heureusement que c'est minoritaire. Vous voulez pas que la majorité de Français se fassent tabasser tous les jours. Bien sûr que c'est minoritaire. Mais c'est déjà une personne de trop, un mort de trop, un tabassé de trop, un agressé de trop. Alors franchement, discutons-en. Patrice Huiban, bonjour. Bonjour, André Berkov. On vous a déjà reçu à propos de Vers un nouvel essor français, aux éditions VA. Vous avez publié et on l'a reçu avec plaisir. Vous êtes Saint-Cyrien, vous êtes ancien officier de l'armée de l'air, vous êtes haut fonctionnaire de terre, pardon, j'ai de l'air. Non, atterrissons. Et justement, alors, on ne va pas dire qu'est-ce qui se passe, on le sait, le constat est là, le constat est renouvelé tous les jours. Ce n'est même plus, on osait parler de faits divers, maintenant on parle de faits de société, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire, Patrice Huiban? Je parle effectivement au Saint-Cyrien, un ancien officier. Parce que vous savez qu'il y a eu quelques députés ou sénateurs qui ont dit, mais il faudrait que l'armée intervienne. Alors, qu'est-ce que vous en pensez sur ce constat? Alors sur le constat, oui, on a un recul de la civilisation de notre pays, puisque la civilisation commence avec la civilité, qui est un concept du XVIIIe siècle, qui dit qu'on règle nos différends par le droit et par la discussion et pas par la violence. Et on se rend compte que depuis au moins les années 2000, il y a une recrudescence des agressions physiques dans notre pays, ce qui montre qu'on a un recul du niveau de civilisation. Et j'ai coutume de dire que la barbarie naît du barbarisme. Donc on n'est pas capable de se défendre par les mots et par le droit. Barbarisme aujourd'hui, c'est quoi? C'est simplement aussi des jeunes qui ne sont pas éduqués, qui n'ont pas les fondamentaux éducatifs, qui n'ont pas le savoir-être. Et donc ça va nous renvoyer à un certain nombre de propositions qu'on met sur la table. Alors justement, parlons de ces propositions, parce qu'on voit très très bien l'impunité, enfin on va pas reparler des rapports avec la justice, etc., l'impunité de certains, et moi ça m'a vraiment frappé, qu'on peut aujourd'hui, on a vu des images, et pas seulement hier ou avant-hier, une bande d'adolescents frappant à la tête des policiers, mais les exécutants, l'idée c'est qu'ils crèvent, quoi. C'est vraiment ça, on essaye, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout. Donc on fait quoi par rapport à ça? Alors la réponse elle est globale. Déjà, c'est un discours au plus haut niveau, au niveau du président de la République, qui dit que toute personne en France qui n'obtempère pas aux forces légales et légitimes de notre démocratie, que sont les forces de l'ordre, doit savoir que cette personne-là met sa vie en danger. Donc déjà, il n'y a pas de présomption d'innocence, on est coupable puisqu'on n'a pas obtempéré. Et ensuite, c'est pas un permis de tuer pour les forces de l'ordre. Bien évidemment, il y aura au moins une enquête administrative, voire judiciaire. Mais en tout cas, il y aura évidemment une présomption d'innocence. Il faudra juste regarder si la riposte aura été proportionnelle. Mais déjà, ça commence par ça, déjà. Un discours au plus haut niveau pour mettre fin à l'impunité, pour dire que la République va arrêter de s'agenouiller, de se soumettre, de plier. Ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est revoir la conception de la peine. C'est-à-dire, aujourd'hui, de ne réserver la prison qu'aux atteintes à l'État et aux personnes. Et pour tout ce qui concerne les atteintes aux biens, on tape au patrimoine et au porte-monnaie. Mais quand je dis on tape, on siphonne. On siphonne tout. On est d'accord. Et enfin, c'est-à-dire que, concrètement, ça veut dire quoi? On siphonne la famille. Tout à fait. C'est-à-dire qu'après, si c'est un mineur, évidemment, vous avez la responsabilité des parents qui sont derrière. Après, le troisième volet, ça nous ramène davantage à ce sujet par rapport aux jeunes, c'est de remettre de l'ordre dans les quartiers en utilisant les groupes interministériels de recherche qu'on appelait avant les groupes d'intervention régionaux. C'est en gros, en mauvais français, une task force interministérielle qui met sous cloche le quartier
pour une durée indéterminée, ça peut être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, de manière à récupérer et à extraire dans la durée les personnes, essentiellement des jeunes, qui sont ni en emploi, ni à l'école, ni en formation, ce que les anglo-saxons appellent les NEETs. Donc ces gens-là, on les met dans des internats, évidemment à l'extérieur et dans une autre région. Vous voulez dire des gens qui n'ont pas d'occupation, qui sont là, qui traînent. Exactement. Donc et là, il y a déjà des solutions qui existent, c'est-à-dire les mettre en internat, dans des internats donc plus ou moins militarisés, suivant leur degré de décrochage ou de déviance. On a les internats de réinsertion scolaire, pour les quelques-uns qu'on pourra raccrocher dans la voie générale. On a les centres épides, donc là c'est des anciens militaires qui encadrent des jeunes qui sont décrocheurs, mais pas basculer dans la grosse délinquance, avec 3 modules, savoir-être, remise à niveau général, lire, écrire, compter, et découverte de métiers pour ensuite une formation professionnelle. Ce qui manque aujourd'hui, et c'est de recréer les jeunes en équipe de travail, c'est-à-dire pour ceux qui sont sous main de justice, les jeunes, c'est de les mettre dans des internats militarisés avec des militaires, soit d'actifs ou réservistes. Je répète, ce qui était en œuvre entre 1986 et 2003, mais qui a été arrêté non pas parce que ça fonctionnait pas, tout simplement parce qu'à l'époque, Michel Eomari a estimé que c'était pas le rôle de la toute nouvelle armée professionnelle que de remplir ce type de mission. Mais aujourd'hui, on arrivait à... Ça a existé de 1990 à 2003. 86 à 2003. Oui, ça veut dire 16 ans, pratiquement. Tout à fait, tout à fait. Et donc là, vous étiez avec... C'est la seule façon de récupérer une partie de ces jeunes qui sont totalement, même pas, sont asocialisés, ils n'ont même pas été socialisés. Comme vous dites, c'est des comportements barbares, presque de comportements d'animaux. Donc ces individus-là, il faut les mettre dans des internats militarisés avec, je dirais, de l'activité, de la discipline militaire extrêmement stricte du matin jusqu'au soir, avec sous couvert de la mairie qui va financer les équipements, la rénovation du patrimoine, refaire les joints des forts Vauban, l'entretien des espaces verts, c'est-à-dire des travaux d'intérêt général, mais avec encadrement militaire. C'est pas l'agent communal qui va les encadrer. On est bien d'accord. C'est pas sa mission. Il n'est pas préparé à ça. Ça va être des militaires. Et je peux vous dire qu'on obtient des résultats parce qu'ils vont apprendre ce que c'est que la saine autorité. Voilà, c'est-à-dire ils vont avoir des sergents, des caporaux, des lieutenants, des armoires à glace, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, qui sont rustiques et qui vont leur dire si ça va pas, ça va être une marche de nuit avec un sac à dos de 30 kilos sur le dos. Et là, le jeune qui va avoir tendance à toiser l'autorité de l'État à travers les militaires, il va vite comprendre c'est qui le patron. Parce qu'au bout de 5 kilomètres, quand il sera en train de gémir, il verra le sergent, le caporal qui lui dira lève-toi maintenant. C'était un homme, entre guillemets. Continue, voilà. Ouais, c'est ça. Et en fait, oui, c'est ce que vous dites, c'est qu'ils aient le sens, qu'ils apprennent qu'il y a un mur, qu'ils ne peuvent pas aller et faire n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas l'apprentissage de l'autorité, pas dans la famille, puisque sinon ils ne seraient pas dans cette situation-là, pas à travers l'école, il n'y a plus de service militaire obligatoire, ils restent dans leur quartier, donc ce qui fait qu'ils n'apprennent que la loi du plus fort, en fait. Donc ils ne savent même pas ce que c'est qu'une saine autorité dans dans un état de droit, dans une société, je dirais, classique. Oui, mais alors justement, revenons à ce que vous avez dit au début, Patrice Huiban. Vous avez dit, oui, le président de la République doit dire que, attention, refus d'obtempérer, ça signifie ça. En tout cas, vous mettez votre vie en danger, votre existence en danger, d'accord. Mais pour appliquer, vous n'avez pas parlé de la justice, vous n'avez pas parlé d'un certain sentiment d'impunité, là, insécurité chez les uns, impunité chez les autres. Tout à fait. Alors on a parlé un petit peu de la justice avec la nouvelle conception de la peine. Donc déjà, on va pas encombrer les prisons avec des atteintes aux biens. Donc ça, c'est plus dissuasif de siphonner le portefeuille, le patrimoine, que de les envoyer en prison. Pour les jeunes, on a évoqué la prison est contre-productive, donc on les met dans ces centres plus ou moins militarisés. Et après, oui, on peut remettre aussi des peines planchées ou un certain nombre de dispositifs. Donc ça, vous n'êtes pas donc pour construire, par exemple, on dit oui, où sont les 15 000 places de prison qu'avait promis le président de la République, etc. Alors déjà, si vous ne mettez pas en prison des gens qui ont ont commis des infractions vis-à-vis des biens, donc déjà vous allez réduire le volume des prisonniers. Ensuite, vous renvoyez évidemment les délinquants étrangers à l'issue de leur peine. Et puis il y a ces jeunes là que vous évitez de mettre en prison sous couvert du juge et que vous mettez avec une réduction de peine entre les mains des militaires. Après, ce qu'on peut imaginer, c'est comme ce qui a été fait par le Danemark et la Norvège, c'est de louer des places de prison à l'étranger. Le Danemark a loué des places de prison au Kosovo. Ah ouais. La Norvège aux Pays-Bas. Et vous savez que c'est pas une obligation, je dirais, c'est à l'appréciation du juge de mettre un prisonnier à côté de son environnement familial qui peut être néfaste à sa réinsertion. Ouais. Oui, le juge peut estimer qu'on le met dans un autre pays d'Europe. Regardez Ivan Colonna. Ils ont demandé avant qu'il décède pendant des années à ce qu'il soit incarcéré en Corse. Ça n'a pas été le cas. Ouais.
Et alors, oui et non, et ça c'est vrai que ça pose un véritable problème. Et l'autre problème, c'est, vous dites, alors tout ça, on dit, vous dites, voilà, il faut appliquer. Mais quand on voit ce qui se passe avec les obligations de quitter le territoire français, Patrice Huban, vous savez que sur 100 OQTF, il y en a 6 qui sont appliqués, pas plus. Tout à fait. Alors on se dit, mais alors travaux d'Hercule, vaste programme. Alors, déjà, il y a un problème de moyens. On a 2 fois moins de magistrats pour 100 000 habitants que la moyenne européenne. On est champion du monde de la dépense publique et des prélèvements obligatoires. On est infoutu, de mettre suffisamment de magistrats, de greffiers pour assurer une démission de base de l'État qui est la justice. Je ne parle même pas de la sécurité, bon, c'est peut-être moins patent, mais pour la justice, c'est patent. Il n'y a pas assez de moyens. Et donc après, sur l'immigration, il faut éviter qu'ils rentrent. Et pour ça, il faut avoir une approche globale et essayer d'aller le plus en amont dans la profondeur. Et il faut payer des influenceurs en Afrique pour dissuader les jeunes de quitter leur pays en leur montrant des images chocs, des jeunes balancés à la mer, maltraités, frappés, etc. Et leur montrant aussi qu'une fois à Paris, c'est pas l'Eldorado, parce que ceux qui réussissent, en général, pour pas perdre la face, ils se prennent en photo dans la Tour Eiffel, mais ils montrent pas dans quelles conditions ils vivent. Donc c'est payer les influenceurs locaux pour les dissuader de venir de manière illégale, augmenter les visas de travail, parce qu'aujourd'hui, les visas de travail, c'est que 15% de l'immigration légale. Il faut fortement réduire le regroupement familial, fortement réduire les visas étudiants, et augmenter les visas de travail avec des conditions, c'est-à-dire vous avez un niveau de français minimum, je crois que c'est le niveau B2 dans la nomenclature, peu importe, et vous attestez que vous reconnaissez les valeurs et principes de la République, l'égalité homme-femme, le droit de croire, ne pas croire, etc. Et une caution de 5 à 10 000 euros. On leur dit, mettez plutôt cette caution pour venir de manière légale plutôt que de payer un passeur et risquer votre peau. Et ensuite, ça c'est la première étape. Deuxième étape, c'est mettre la marine française et éventuellement des pays européens concernés, Italie, Espagne, Grèce, en limite des eaux territoriales du Maghreb et du Machrek. Et le droit international stipule que la police des mers, ça relève de la marine militaire et qui doit combattre le trafic d'êtres humains et la piraterie. Et donc vous interceptez ces navires, vous faites de l'humanitaire, de toute façon vous allez les sauver, mais vous les mettez pas, vous devez les mettre en lieu sûr, ce qui ne veut pas dire Union européenne. Et donc on en vient au centre de rétention et de traitement administratif. On va en parler juste après cette petite pause et on va reprendre quelques minutes avec vous, Patrice Huban. À tout de suite, 0826 300 300. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Patrice Huban. Voilà, on a énuméré, effectivement, vous avez énuméré, Patrice Huban, ce qu'il faudrait faire, effectivement, que ce soit en France ou hors de France, et voir ce qui se passe, effectivement, dans les mers, voir ce qui se passe au niveau des passeurs, voir ce qui se passe au niveau des sanctions. Mais encore une fois, on repose la question maintes fois reposée. Pour cela, il faut un pouvoir qui a envie, qui n'a pas peur de braver une certaine popularité ou surtout des polémiques. Est-ce que c'est faisable? Je veux dire, est-ce que là où on en est aujourd'hui, en 2024, avec un nouveau gouvernement Bayrou, mais ce n'est pas le problème de François Bayrou de tel, c'est que ce constat, il est fait, vous donnez des solutions concrètes, des propositions concrètes, mais qui va les exécuter? Et avec quel courage? Exactement. On ne pourra jamais régler les problèmes avec ceux qui les ont créés. C'est une règle d'or. Et dans l'histoire de France, à chaque fois qu'il y a eu des effondrements, car hélas, notre pays a coutume d'être en retard d'une réforme, en avance d'une révolution, il y a une régénération des élites. Pendant la Révolution française, sous le consulat et avec l'Empire, on a eu une reformation des élites sur une base méritocratique. On a eu la défaite du 171, en 1872, il y a eu la création de l'école libre de sciences politiques qui a préfiguré Sciences Po. Alors on peut discuter de ce qu'est Sciences Po aujourd'hui, mais enfin à l'époque on a régénéré les élites. Et la France, tenez-vous bien, entre 1872 et la Seconde Guerre mondiale, a organisé 6 expositions universelles et a été à l'origine des plus grandes découvertes du temps avec l'aviation, l'automobile, etc. Sans parler des inventions, sans parler des innovations. On a également la Seconde Guerre mondiale avec l'école d'Uriage qui a donné naissance à l'ENA à la sortie de la guerre. Donc après, on peut là aussi discuter de ce qu'était l'ENA avant l'INSP. Oui. Enfin, mais en tout cas, à l'époque, on a opéré des sursauts spectaculaires. Oui, mais Patrice Huban, c'est une question de volonté, encore une fois. De Gaulle, il disait non. Exactement. Il est parti en 40 à Londres avec Tripoli et 3 tondus parce qu'il disait non. Exactement. Où sont, je ne dis même pas les de Gaulle d'aujourd'hui, où sont les gens qui disent non? Mais André Berkoff, le problème, c'est que c'est hélas un phénomène récurrent. C'est-à-dire qu'il y a un adage qui dit les temps difficiles font les hommes forts font les temps de paix font les hommes faibles font les temps difficiles. Donc on est arrivé au bout de ce cycle. On en est là. Et il va falloir, hélas, encore qu'on touche le fond de la piscine avant d'opérer un sursaut. Mais je sais qu'on peut opérer un sursaut historique, être le pays le plus puissant et prospère d'Europe et même se hisser au 3e rang mondial, qui est le rang naturel de la France.
Merci. Écoutez, j'espère qu'on est déjà au fond de la piscine et qu'on va remonter. Merci Patrice Huiban. Merci André. Sud Radio André Berkoff.